Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un ensemble de documents assez fascinants, un vrai voyage. De l'encre sur papier victorien jusqu'aux pixels de nos écrans. Bonjour. Imaginez un peu, on démarre au 19e siècle, une époque où lire un roman, ça pouvait enflammer les débats moraux, Hmm. et on atterrit aujourd'hui où des bibliothèques entières tiennent dans la poche, où le commerce se fait en un clic et où même le travail, se réinvente complètement. C'est ça, une sacrée évolution. Alors, nos sources, c'est un mélange assez intrigant. On a des analyses sur l'industrie du roman victorien, une industrie foisonnante, mais parfois controversée, Oui, des études sur la révolution de l'e-commerce, ses impacts sur le travail, et puis des choses plus pratiques, des guides sur les livres numériques, des avis d'utilisateurs d'applis de lecture. un panorama assez large, en effet. L'objectif de cette exploration, essayer de démêler un peu les fils qui relient tout ça, comment ce passage du papier au pixel a changé notre façon de lire, bien sûr, mais aussi comment il a remodelé l'économie, la culture, nos vies pro. C'est une question énorme. Alors c'est parti, on se lance dans l'analyse. Commençons au 19e siècle. L'écrivain Anthony Trollope disait que les Britanniques étaient devenus un peuple de lecteurs de romans. Oui, les chiffres sont impressionnants. Des dizaines de milliers de titres publiés. Incroyable. Mais apparemment, lire un roman, c'était pas si simple, pas si anodin. C'était juste du snobisme ou il y avait autre chose? Ah non, pas seulement, c'était vraiment une source de débat public intense. Il y avait une vraie peur pour la moralité. Oh oui. Surtout celle des jeunes femmes, jugées plus influençables, quoi. On ressortait cette figure de la female quixote. Une sorte d'archétype. Oui, une héroïne du siècle d'avant dont on disait que la fiction avait déréglé l'imagination. Et puis certains groupes, les évangéliques, très stricts, ou les utilitaristes, pensez à Mr. Gradgrind chez Dickens. Le fameux facts, facts, facts. Exactement. Eux, ils bannissaient carrément les romans. C'était vu comme futile, voire dangereux pour l'ordre social et moral. Une distraction, quoi. Une méfiance profonde, donc. Et pourtant, le paradoxe, c'est que le marché du livre, Explosait. voilà, et un nom revient tout le temps. Moody's. Moody's Select Circulating Library, fondée en 1842. C'était quoi exactement? Plus qu'une bibliothèque de prêt, non? Ah oui, beaucoup plus. Moody's a eu une influence énorme pendant des décennies. Son succès y reposait beaucoup sur le format star de l'époque pour les romans, le triple-decker. Le 3 volumes. C'est ça. Publié en 3 tomes, vendu très cher, 31 shillings et 6 pence. C'était une fortune pour une époque. Donc inaccessible pour la plupart des gens. Voilà. Mais l'astuce de Moody, c'était l'abonnement annuel. Pour une guinée, soit 21 shillings, on pouvait emprunter ces volumes, un par un. C'était un modèle économique, redoutable. J'imagine que ça assurait des ventes aux éditeurs. Exactement. Des revenus stables. Mais Il y avait un mais. oui, le revers de la médaille, en garantissant ces gros achats, Moody's rendait les éditeurs dépendants. Et Charles-Édouard Moody, le fondateur, il utilisait ce pouvoir Comment? pour exercer une forme de censure morale. Très efficace. Il choisissait les livres, en fait, selon leur convenance pour la famille respectable et surtout pour la jeune personne de la classe moyenne. Donc les livres un peu sulfureux. Il passait pas. Tout ce qui était jugé choquant, trop audacieux, hop, écarté. Même une auteure comme George Eliot, pourtant très célèbre, critiquait cette tyrannie. Mais elle en profitait aussi. Oui, elle reconnaissait avec pragmatisme que les commandes massives de Moody's aidaient à diffuser ses propres livres. Un double jeu, quoi. Fascinant. Mais bon, tout le monde ne lisait pas ces coûteux 3 volumes de chez Moody's. Si, il y avait d'autres façons de lire. Oui, heureusement. Dickens, par exemple, était le maître de la publication en fascicule, mensuel ou hebdomadaire. Ah oui, moins cher, j'imagine. Beaucoup moins cher, souvent illustré. Ça a permis une diffusion hyper large de ses romans, comme Pickwick. Et puis il y avait tout un pan de la production, disons plus populaire, voire méprisé par l'élite. Les fameux Penny Dreadfuls. Ces fascicules à un sou. Exactement. Avec des titres comme Sweeney Todd, Barney the Vampire, du crime, du gothique bien sensationnaliste. Et parfois même un message politique. Oui, comme dans les Mysteries of London, de G.W.M. Reynolds, une critique sociale assez féroce de l'aristocratie, des inégalités. Et à côté de ça, il y avait aussi les Yellowbacks. Les quoi? Les Yellowbacks, on peut dire que c'était les ancêtres de nos livres de poche. Couverture jaune, souvent illustrée, vendue en masse, dans les gares, par des chaînes comme W.H. Smith. Le genre de lecture qu'on achetait pour le train. Voilà. Et souvent, regardé de haut par les critiques, genre Matthew Arnold. C'était la lecture populaire, accessible.
à l'opposé du triple decker chic de chez Moody. Toute cette effervescence, ça a dû changer le statut de l'écrivain lui-même. On est loin de Walter Scott qui se cachait presque d'écrire des romans au début du siècle. Ah oui, la transformation est radicale. Des auteurs comme Dickens ou Trollope deviennent des personnalités publiques, de vrais entrepreneurs de leur œuvre, et ils assument le succès commercial. Trollope détaillait ses gains, c'est ça? Oui, dans son autobiographie. C'est presque comptable. Il parle de 70 000 livres sterling, une fortune énorme pour l'époque. L'idée de l'écrivain comme professionnel, ça s'impose vraiment. Thackeray utilise même l'expression « prose laborer ». Le travailleur de la prose. C'est ça, pour décrire un écrivain qui négocie durement ses contrats. Et cette ère du triple decker, dominée par Moody, comment elle se termine? Le grand tournant, c'est 1894. Il y avait une pression des auteurs, des éditeurs qui en avaient marre de ce système rigide. Et puis, les goûts changeaient. Alors Moody's et W.H. Smith annoncent qu'ils n'achèteront plus de romans en 3 volumes, aux mêmes conditions. Et ça change tout. C'est la fin d'un modèle, oui. Ça ouvre la porte à beaucoup plus de diversité. Le roman en un seul volume devient la norme. Moins cher, plus accessible. Et de nouveaux genres apparaissent. Ils explosent. La science-fiction avec H.G. Wells, le polar avec Conan Doyle et son Sherlock Holmes, le naturalisme plus sombre de Gissing, il y a aussi les romans de la New Woman qui questionnent la place des femmes, et même des expériences plus avant-gardistes, comme la revue de Yellow Book qui annonce le modernisme. Une fin de siècle très riche en changements finalement. Et ce bon mot d'Oscar Wilde? Ah oui, qui dit, avec malice, que la vie imite l'art. Il cite l'exemple de jeunes délinquants qui s'inspiraient des exploits romancés de criminels comme Jack Sheppard. La question de l'influence de la fiction, encore et toujours. Allez, faisons ce grand saut vers notre époque. Du papier au pixel. Le livre numérique, l'e-book ou le livrel, comme on dit parfois. Une idée qui d'ailleurs, elle n'est pas si récente que ça, hein. Non, en effet, souvent on cite le projet Gutenberg, lancé par Michael Hart en 1971. Ah oui, quand même. Son but, c'était de numériser des œuvres du domaine public pour les rendre accessibles via les réseaux informatiques qui commençaient à naître. C'était assez visionnaire. Aujourd'hui, les avantages du livre numérique, ils semblent évidents, non? L'accès immédiat partout. La portabilité extrême, oui. Des milliers de bouquins sur une petite tablette légère, les fonctions de recherche, d'annotation aussi. Très pratique. Et puis, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, l'accessibilité. C'est-à-dire? Pour les personnes qui ont un handicap visuel, moteur ou des troubles 10, les formats numériques adaptés, c'est une avancée énorme. Je pense au format DAISY pour l'audio structuré ou Frog pour aider les 10. D'accord. Et souvent, c'est moins cher que le papier, hein? Généralement, oui. L'argument du prix est souvent mis en avant. Mais bon, techniquement, c'est pas si simple. Les sources parlent de différents formats, EPUB, PDF. C'est quoi la différence principale pour le lecteur? Alors, l'EPUB, il est conçu pour être fluide. C'est-à-dire que le texte s'adapte à la taille de l'écran. On peut changer la police, la taille, c'est parfait pour une liseuse ou un smartphone. Et le PDF? Le PDF, lui, c'est comme une photo de la page imprimée. La mise en page est fixe. C'est bien pour les documents complexes, avec des graphiques, etc. Mais sur un petit écran, c'est moins pratique. Il faut zoomer, bouger la page. Le confort de lecture dépend beaucoup du format, en fait. D'accord. Et là, on arrive à la question qui fâche souvent la protection. La fameuse gestion des droits numériques, les DRM. Ah, le sujet sensible. C'est censé protéger les auteurs, mais ça complique la vie des lecteurs, c'est ça? C'est exactement ça. L'intention est bonne, hein? Limiter le piratage, préserver les revenus des créateurs. Mais les solutions techniques, elles varient. Il y a des méthodes assez discrètes, comme le watermarking, le filigrane numérique. Ça met une info invisible sur l'acheteur dans le fichier, mais ça gêne pas trop la lecture ou la copie pour soi. Et puis, il y a les systèmes plus verrouillés. Le DRM d'Adobe revient souvent. Oui, le DRM Adobe est très répandu. Et là, ça se corse un peu. Il faut créer un compte spécial chez Adobe. Encore un compte? Voilà. Utiliser un logiciel dédié, Adobe Digital Editions, et surtout, ça limite le nombre d'appareils sur lesquels on peut lire le livre qu'on a acheté. Souvent 6. Donc transférer son livre d'une liseuse à une tablette, ça peut être compliqué. Ça peut devenir un vrai casse-tête, oui. En gros, on n'achète pas vraiment le fichier du livre, mais plutôt une licence de lecture, une licence limitée. Et si on en croit les retours d'utilisateurs cités dans nos sources, ça crée pas mal de frustration. Ah oui. On parle de bugs fréquents, de messages d'erreurs incompréhensibles, EADP request expired, illegal already fulfilled, des trucs comme ça.
C'est un peu comme acheter une voiture et découvrir qu'on peut rouler que sur certaines routes à certaines heures. Un utilisateur disait: l'obsession anti-piratage rend la technologie inutilisable pour l'acheteur honnête. C'est tout le paradoxe et le cœur du débat éthique. Est-ce que ces systèmes très lourds protègent vraiment les droits ou est-ce qu'ils créent surtout des barrières inutiles à l'accès légal à la culture? Et en plus, ils traitent le client comme un suspect. Oui, Richard Stallman, le militant du logiciel libre, a même alerté sur d'autres risques. La surveillance des habitudes de lecture ou même la possibilité technique pour un vendeur d'effacer un livre à distance. effacer un livre acheté. Amazon l'a fait en 2009 avec 1984 d'Orwell. Un comble, non? L'ironie est mordante, oui. Mais est-ce qu'il y a des solutions plus équilibrées? Oui, des alternatives commencent à émerger, comme le système LCP, Lightweight Content Protection. C'est un standard ouvert, moins contraignant, qui n'oblige pas à avoir un compte chez Adobe, par exemple. L'idée, c'est de trouver un meilleur équilibre. Entre la protection et l'expérience utilisateur. Voilà. Mais le défi de fond reste. Comment garantir la rémunération des créateurs sans trop pourrir la vie des lecteurs légitimes? C'est pas simple. Et bien sûr, toute cette expérience de lecture numérique, elle passe par des applications, des plateformes. Bookshelf de Vital Source est mentionné, elles ajoutent des fonctions, non? Oui, c'est ça. Lecture hors ligne, surlignage, prise de notes, parfois on peut même les partager. Lecture audio intégrée, la synchronisation des annotations entre les appareils, l'interface, la fluidité, c'est devenu clé pour l'expérience. Bon, cette vague numérique, elle a emporté bien plus que le livre. Elle a complètement redéfini le commerce, avec l'e-commerce. Absolument. Et c'est intéressant, l'e-commerce, ça date pas d'hier en fait. Dès les années 60, il y avait le DI, L'EDI. l'échange de données informatisées, une sorte de commerce sans papier entre entreprises, pour échanger des bons de commande, des factures, etc. Mais c'était réservé aux grosses boîtes. Oui, parce que ça demandait des réseaux privés spéciaux, coûteux, les VAN, les réseaux à valeur ajoutée. La vraie démocratisation, elle arrive avec Internet dans les années 90. Là, les coûts baissent, l'accès devient mondial. Exactement. Et de nouvelles possibilités apparaissent. La vente directe aux consommateurs, la pub en ligne, les places de marché. Des boîtes comme Dell, pionnier de la vente de PC en ligne, ou Amazon, qui a commencé comme libraire en ligne, ont bâti leur succès là-dessus. Point qu'aujourd'hui, on met eux devant tout. Tout à fait. E-santé, e-learning, e-gouvernement. C'est ce qu'on appelle parfois le concept. L'idée que le numérique transforme en profondeur toutes les activités. L'e-commerce, c'est un aspect majeur, bien sûr, mais c'est parti d'un mouvement plus large. Et pour que ça fonctionne, l'e-commerce, c'est pas juste un site web. Il faut tout un écosystème derrière. Ah oui, c'est complexe. Il faut le réseau Internet, évidemment, les utilisateurs, entreprises ou particuliers, il faut des tiers de confiance, les autorités de certification pour la sécurité, pour vérifier l'identité, La logistique aussi, si on vend des objets physiques. bien sûr, les centres de distribution, les systèmes de paiement en ligne sécurisés avec les banques, et puis tout un cadre réglementaire, protection des données, droit de la conso, impôts. C'est un ensemble. Et on distingue souvent plusieurs modèles, B2B, B2C. Oui, les acronymes classiques. B2B, business to business, entre entreprises. B2C, business to consumer, la vente aux particuliers, la plus visible. Mais il y a aussi le C2C, consumer to consumer, comme eBay ou Vinted. Le B2G, business to government, pour les marchés publics. Chaque modèle a sa logique. Et toutes ces transformations dans le commerce, ça a forcément eu des répercussions profondes sur le travail, sur l'organisation, sur ce qu'on attend des employés. C'est une évidence, oui. Les entreprises ont dû s'adapter. Concurrence mondiale, plus rapide, clients plus exigeants, mieux informés. Donc elles ont adopté de nouvelles méthodes. Les sources parlent de production lean, de gestion de la qualité totale, TQM, de technologie de fabrication avancée, AMT. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Alors, ce sont des approches souvent nées dans l'industrie. Le lean, c'est chasser le gaspillage, optimiser les flux. La TQM, c'est l'amélioration continue de la qualité partout. Les AMT, c'est intégrer l'informatique, l'automatisation dans la production. Mais ça va au-delà de la technique, hein? Oui, on voit aussi une collaboration plus forte dans la chaîne logistique, le travail en équipe, l'externalisation de certaines tâches, comme la relation client via les centres d'appel. L'importance de gérer les connaissances aussi, le knowledge management. Et puis, bien sûr, le télétravail, les équipes virtuelles. Ce qui est frappant, c'est que l'e-commerce a souvent imposé une rationalisation, une mesure de la performance, un peu partout. Et pour l'employé, concrètement, ça change quoi? On attend quoi de lui ou d'elle aujourd'hui? Les compétences évoluent, c'est clair. Il faut des compétences techniques, bien sûr, liées aux outils, mais aussi ce qu'on appelle les compétences cognitives.
Analyser, résoudre des problèmes complexes, apprendre vite. Et le savoir-être? Crucial. Savoir travailler en équipe, bien communiquer, être orienté client. Et surtout, on attend plus d'autonomie, de proactivité, d'initiative. L'idée, c'est que les salariés puissent un peu s'auto-gérer, sans avoir besoin d'une supervision constante. Un peu comme des mini-entrepreneurs dans l'entreprise. Du coup, la façon même dont on conçoit un poste de travail devient hyper importante. Tout à fait. Le job design, c'est essentiel. Le degré d'autonomie, la variété des tâches, le feedback reçu, le sens du travail, les opportunités d'apprendre, tout ça, ça joue directement sur le bien-être, la motivation et donc la performance. Et les RH, les ressources humaines, dans tout ça, elles doivent suivre. Elles sont au cœur du réacteur. Pour que ça marche, ces nouvelles façons de travailler, il faut que les pratiques RH soient alignées. La formation doit développer les bonnes compétences. L'évaluation doit reconnaître l'initiative, le travail d'équipe. La rémunération doit motiver. Il faut encourager la participation des employés. Il y a un modèle idéal de RH? C'est justement un débat. Est-ce qu'il y a un modèle unique, dit high commitment, à fort engagement, qui serait toujours le meilleur, ou est-ce que les RH doivent plutôt coller à la stratégie de chaque entreprise? Par exemple, une boîte qui mise sur l'innovation n'aura pas les mêmes besoins qu'une boîte qui cherche à réduire les coûts à tout prix. C'est la question de l'alignement stratégique. Quel parcours quand même! Des débats enflammés dans les salons victoriens sur la moralité des romans en 3 tomes, jusqu'aux algorithmes qui gèrent nos bibliothèques numériques, nos achats, nos interactions au travail. La technologie, c'est vraiment un moteur puissant de transformation culturelle, économique, sociale. Ce qui est fascinant, je trouve, ce sont ces échos à travers le temps, ces tensions permanentes. D'un côté, ce désir d'élargir l'accès, la popularité folle des romans victoriens, la promesse d'universalité du numérique, et de l'autre, cette volonté toujours là de contrôler, de filtrer, que ce soit par le jugement moral d'un Mudi ou les verrous techniques d'un DRM. Diffusion contre contrôle? C'est un peu ça. Et toujours cet impact profond des outils concrets sur comment on s'organise, comment on vit, comment on travaille. Chaque innovation, elle redistribue les cartes. Merci beaucoup pour cette exploration vraiment éclairante à travers toutes ces sources. Une dernière question peut-être pour continuer à réfléchir. On est passé d'un monde où l'accès à la culture était limité physiquement, le coût, la distance, la rareté des exemplaires, à un monde d'abondance numérique. Tout semble à portée de clic. Pourtant, cet accès il est de plus en plus médiatisé par des plateformes, parfois conditionné par des systèmes techniques compliqués, voire sujet à de nouvelles formes de surveillance, de contrôle. Alors, ça veut dire quoi aujourd'hui, posséder un livre numérique? C'est quoi un accès réel et durable à la culture à l'ère digitale? Et quelle forme prend la liberté? Celle du lecteur comme celle du travailleur, dans ce paysage qui n'arrête pas de changer. La question, elle court depuis l'époque victorienne, et elle reste, peut-être plus que jamais, ouverte.